Voilà, j'aime pas rester debout sur place. Voilà, donc je vais essayer de commencer par vous montrer une petite animation. Si ça veut bien démarrer, je ne sais pas si je vais y arriver du coup. Alors peut-être qu'il faut que je clique comme ça. Non, ça ne veut pas. Bon, en gros, l'idée c'était de vous montrer que la Méditerranée est sous influence de sources continentales et en particulier des poussières sahariennes. Donc là, vous avez un contenu en aérosol sur cette image qui est issu d'inversion des images du satellite géostationnaire Météosat, ou MSG maintenant. Et donc on fait une moyenne tous les jours de l'épaisseur optique et on voit que la Méditerranée est sous influence de masses d'air sahariennes très régulièrement, avec des épisodes qu'on commence à voir sortir ici au niveau de Gibraltar. Il marche le pointeur, ouais, vous le voyez là-bas. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de tache rouge, voilà, donc qui va envahir le bassin. Et comme ça, régulièrement, et en particulier en été, la Méditerranée est sous influence de grosses quantités de particules d'origine saharienne qui vont impacter donc les teneurs en PM10 et PM2,5 dont a parlé Claire tout à l'heure. Voilà, donc je vais essayer de vous donner un aperçu de ce programme. On a travaillé pendant 15 ans, donc vous imaginez, je vais pas tout balayer ça. L'idée de départ de ce grand projet, c'était finalement de refaire un état des lieux, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de grandes campagnes sur la Méditerranée, de l'environnement atmosphérique, au-dessus du bassin, et donc les zones côtières et les îles. Et puis aussi de regarder les impacts de cette pollution atmosphérique, à la fois sur le climat régional, on a beaucoup entendu parler hier avec Hervé des interactions aérosol-rayonnement, mais aussi sur la qualité de l'air, on vient d'en parler, et aussi sur la biogéochimie marine. Là, donc c'est mon background finalement d'interaction avec les océanographes. Ces dépôts atmosphériques ont des impacts à la surface sur les écosystèmes, notamment sur le milieu marin. On est en Méditerranée avec une mer qui est très pauvre. En été, vous savez, vous avez une stratification. Là où il y a de la lumière, le plancton va utiliser tout ce qui est en solution, et puis ça s'appauvrit. Et ce sont les apports atmosphériques finalement qui vont ramener de nouveau des nutriments. Voilà. Et puis l'idée, c'était aussi de se dire, on est dans un contexte de changement climatique, la température va augmenter, les précipitations vont diminuer, un certain nombre d'émissions, les feux, les émissions par la végétation vont augmenter. Donc qu'est-ce que ça nous promet pour les décennies à venir ? Voilà, donc un peu de programmatique. Donc ce projet dont je vais vous parler, c'est un grand projet collaboratif qui a été mené vraiment sur le long terme. Et on a vraiment eu une chance incroyable que le CNRS, à l'époque, finalement, décide de faire ce type de programme. Il n'y en a plus aujourd'hui, malheureusement, alors que ça permet de mobiliser les communautés sur des sujets, sur des chantiers régionaux, avec des approches multidisciplinaires. Donc moi, je regrette beaucoup que ça ne se fasse plus. Donc on a initié ça, moi j'ai initié ça en 2007, je vais vous raconter un peu l'historique. Ça a été financé pendant 11 ans dans le cadre d'un grand programme multidisciplinaire qui s'appelait Mistral, donc Mediterranean Integrated Studies at Regional and Local Scales, coordonné par l'INSU, Institut National des Sciences de l'Univers. Et on avait, comme dans tous les programmes d'études de chimie atmosphérique, finalement une stratégie très intégrée qui allait de l'observation à toutes les échelles de temps et d'espace jusqu'à de la modélisation simple de processus ou très complexe avec des interactions, des modèles qui couplent la chimie atmosphérique et le transport, voire la chimie atmosphérique et le climat. On a réussi à mobiliser vraiment la communauté française. Il y a à peu près 2 douzaines d'équipes qui ont participé de près à ce programme. Et on a pu fédérer plusieurs dizaines d'équipes étrangères, bien qu'on n'ait pas réussi à avoir de financement européen. On est passé à 2 doigts d'avoir un financement de gros programmes européens où on amenait des avions supplémentaires, allemands, anglais en particulier, et beaucoup d'équipes de modélisation. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc les équipes qui sont venues essentiellement avec des financements nationaux. Du côté français, donc, ce programme a mobilisé à peu près 12 millions d'euros, un peu plus, si on exclut les salaires de permanents. Et alors, c'est une multiplicité de sources de financement, et je vous raconte pas le cauchemar que c'est d'essayer de coordonner un programme quand on a de l'argent qui arrive de tous les côtés, avec des contraintes sur les rapports, sur les calendriers, sur les objectifs qui sont souvent pas très compatibles les uns des autres. Donc la préhistoire, c'est que
En fait, ce genre de grand programme, il se décide au moment où l'INSU lance des procédures de ce qu'on appelle de bottom-up, où on va réunir la communauté intéressée ici par l'océan-atmosphère pour faire une réflexion prospective de quelles seraient les priorités de recherche sur les années qui viennent. Et donc, au début fin du siècle dernier, début de ce siècle, il y a eu un grand chantier qui s'appelait AMA, qui était sur la mousson africaine, qui avait réuni la communauté océan-atmosphère française. Et donc, la communauté avait envie de se relancer dans un programme de ce type. Et ce qui a émergé assez vite, c'est la problématique du cycle de l'eau en Méditerranée. Et du coup, tout ce qui peut graviter autour avec des problématiques de changement climatique. Et donc le projet au départ s'est appelé IMEX pour Hydrological Cycle, Mediterranean Experiment. Mais donc moi je suis rentré un petit peu là-dedans avec mon drapeau aérosol en disant c'est gentil de regarder les aérosols pour leurs interactions nuages et puis peut-être parce qu'ils vont jouer un rôle sur des précipitations extrêmes. Mais il y a quand même beaucoup de problématiques sur les aérosols en Méditerranée qui se posent. Et donc, j'ai proposé à l'époque un projet qui était un peu indépendant du cycle de l'eau, qui s'appelait Hermex, pour étudier les aérosols en Méditerranée. Et puis, très progressivement, en fait, on vient de voir avec Claire le fait qu'il y a des émissions gazeuses qui vont former des particules secondaires ou qui vont former de l'ozone. Et donc la communauté de chimie gazeuse s'est ralliée à cette idée d'avoir un programme intégré de chimie atmosphérique sur la Méditerranée. Et donc on a commencé à avoir des financements à la fois de l'INSU et surtout de l'ADEME pour implanter une nouvelle station dans l'atmosphère de fond en Corse. Et on a pu choisir un site, après avoir fait le tour de la Corse, tout à fait au nord, au Cap Corse. Si vous connaissez l'endroit, il n'y a pas beaucoup de touristes, pas beaucoup de villes. C'est très isolé. On voit la mer quand on est sur les hauteurs à 270 degrés. On est à 40 km de la grande ville qui est Bastia. Et donc ça nous a paru, et en plus il y a un sémaphore, il y a des éoliennes, donc production d'énergie, donc on avait tout ce qu'il fallait pour implanter à partir de rien dans le maquis finalement une station très instrumentée avec toute la technologie moderne. Et puis donc en 2010, le programme a été lancé pour 5 ans, avec d'autres composantes disciplinaires. Donc je vous ai mis là MERMEX, dont je reparlerai, qui est Marine Ecosystem Response, SICMED pour les surfaces continentales, BiodiveMEX pour l'étude de la biodiversité, et PaléoMEX pour les paléoclimats sur le pourtour méditerranéen. Voilà, il y a eu très vite un colloque à Malte qui a permis d'ouvrir aux coopérations internationales, de faire connaître ce projet-là. Et puis on a eu donc la chance d'avoir une deuxième phase qui a renouvelé ce programme pour 5 ans. Donc en résumé, une phase préparatoire de 2-3 ans, avec des explorations du terrain, les premiers petits financements, une nouvelle station qui commence à se monter. Ensuite, vraiment une phase expérimentale de 5 ans, avec, on avait décidé de faire un focus sur le bassin occidental à cette époque-là, et puis d'étudier plutôt l'environnement de fond, c'est-à-dire de se mettre dans des endroits isolés. Et dans la deuxième phase, on a fait une évolution thématique en se disant, on va aller en Méditerranée orientale, les Grecs, les Chypriotes cherchaient des collaborations, et puis on va s'intéresser aux interactions aérosol-nuages en lien avec le programme IMEX. Malheureusement, cette partie-là n'a pas été financée. Et puis, on va s'intéresser avec MERMEX, donc au dépôt des aérosols, en particulier des poussières désertiques, et à leur devenir, leur impact sur le phytoplancton, le début de la chaîne alimentaire marine. Voilà. Et donc, en parallèle à cet effort français, on a fait tout ce qu'on pouvait pour fédérer finalement les autres programmes qui tournaient en Europe, dans différents pays, même au niveau européen, sur la région. On a pu bénéficier de quelques petits financements dans le cadre du programme infrastructure qui permet finalement de payer quelques missions pour aller faire des campagnes dans des sites couverts par le programme. Et puis surtout, donc, on a développé des coopérations bilatérales et il y a un certain nombre de correspondants qui ont animé une communauté dans leur pays respectifs, donc en particulier Espagne, Italie, Algérie, Malte, Chypre, Grèce, et donc on a eu tout un réseautage avec la mise en place d'un certain nombre de colloques donc qui ont réuni, vous voyez, à peu près 75, plus ou moins 10 participants à chaque fois. Au début en Méditerranée occidentale, et puis on est allé en Méditerranée orientale. Et puis malheureusement, le dernier colloque aussi a dû être annulé assez tardivement du fait des coupes budgétaires que nous a imposé le CNRS.
On s'est organisé en 7 work packages, avec des thématiques propres à chacun. Donc le premier, dans un premier temps, s'intéressait à faire des inventaires d'émissions, un peu ce qu'a montré Claire tout à l'heure. Et puis ensuite, on est passé à une deuxième phase où on a essayé de faire ce qu'on appelle de l'attribution des sources, de comprendre finalement, quand on est à un certain endroit, qui et d'où viennent la pollution. Le deuxième était dédié au processus chimique. Le troisième, qui est un petit peu décalé là-bas, s'est intéressé aux impacts sur la santé. Il a démarré assez tardivement. Ensuite, on a eu un Work Package 4 sur les impacts climatiques, tout à fait en haut à droite là. On s'est intéressé au dépôt, à mesurer le dépôt, qui n'est pas très connu en région méditerranéenne. On s'est intéressé à utiliser en particulier les satellites et les modèles pour faire des études de variabilité sur des longues périodes de temps, ce qu'on appelle les tendances. Et puis un work package futur, où là on faisait des scénarios pour comprendre un peu ce qui allait se passer. Voilà, donc la caractéristique de ce projet-là, c'est qu'il repose sur un énorme effort expérimental. Cet effort expérimental, en fait, il s'est organisé autour de 3 échelles de temps. C'est ce qui avait été déjà utilisé pendant AMA au Sahel, en Afrique tropicale. Donc les SOP pour des Special Observation Periods, les Enhanced Observation Periods et les Long Range ou Long Term Observation Periods. Donc les campagnes, les SOP, moyens aéroportés ou navires océanographiques. Évidemment, ça coûte cher. On a fait au départ ces campagnes au sein du bassin, mais on a aussi développé un certain nombre de campagnes beaucoup plus localisées, sans moyens aéroportés, dans des environnements spécifiques, en particulier dans des forêts méditerranéennes, et puis dans la deuxième partie du programme, plutôt dans des grandes villes, et notamment dans le bassin oriental, où là, il y a vraiment un défaut de mesure de qualité de l'air. On a mis en place des stations pour faire des monitorings sur 2-3 ans, avec vraiment des suivis extensifs des aérosols, mesurer le maximum de propriétés optiques, physiques, physico-chimiques, composition, etc., granulométrie, propriétés de condensation de la vapeur d'eau, etc., toujours dans des stations de fond. Donc le Cap Corse, c'était notre super site pilote. Et puis on a mis en place un réseau original de mesure hebdomadaire du dépôt des poussières minérales en développant un nouveau capteur automatique, de façon à pouvoir le laisser tourner tout seul dans des endroits avec un panneau solaire où il n'y a pas d'énergie. Voilà, en ce qui concerne la partie long terme, donc c'est plutôt contribuer à des réseaux existants, en particulier de mesure des propriétés optiques d'aérosols avec des photomètres, je vous montrerai ça. Et puis bien sûr l'exploitation de la télédétection spatiale, sans oublier le fait qu'à chaque fois, derrière tous ces efforts expérimentaux, il y a de la modélisation. Voilà, tout ou à peu près tout a fini dans une base de données donc, qui recense à peu près 150 jeux et qui, à ma connaissance, existe toujours et est accessible. Voilà, donc je démarre avec un peu de contexte donc de la situation géophysique de la Méditerranée, où on sait que c'est un grand bassin à peu près fermé, c'est le sens étymologique, c'est un bassin au milieu des terres. Et en plus, ce que vous voyez sur cette carte-là, c'est qu'il y a à peu près des reliefs partout autour, sauf sur la rive sud-est. Et donc l'existence de ces reliefs contraint la circulation atmosphérique et favorise à certaines saisons le fait qu'on a de la stagnation de masse d'air. C'est une région densément peuplée sur les zones côtières. C'est la première région touristique mondiale et toujours en été, ça peut poser des problèmes. C'est un hotspot du changement climatique. Vous avez une carte d'évolution des précipitations ici entre toute la première partie du XXe siècle et par rapport aux 30 dernières années. Vous voyez donc une diminution significative des précipitations jusqu'à plus de moins 60% sur toutes les zones en rouge, et vous voyez que c'est assez généralisé sur le pourtour, et donc ça a un petit peu gagné maintenant sur les années récentes. Ici, ça s'étend vers le nord, comme vous le savez ici. Voilà. Et puis on a des problèmes de qualité de l'air, c'est ce que vous voyez là-bas, en particulier sur le bassin est. Ça, c'est des relevés de PM10, donc des particules dites grossières, avec des valeurs qui dépassent absolument les seuils recommandés par l'OMS pour les problèmes de santé. Voilà, donc la raison, c'est essentiellement parce que ce bassin il est sous influence continentale, et donc on a des sources de pollution, de particules et de gaz tout autour qui vont converger sur le bassin.
Donc en bas, au sud, et à l'est, avec le Moyen-Orient, on a plutôt des poussières désertiques qui amènent des très grandes quantités de matière, hein. Les panaches que je vous ai montrés tout à l'heure sur ma première image, l'unité de compte de la masse transportée, c'est des centaines de milliers de tonnes, voire plusieurs millions de tonnes dans le cas d'épisodes très sévères. Donc ça fait du flux. Voilà, on a des émissions biogéniques, hein, la forêt méditerranéenne. Les espèces végétales méditerranéennes, elles sentent, hein, elles émettent des composés organiques volatiles. Elle émet d'autant plus de ces composés que finalement c'est un mécanisme de protection contre le stress dû à la chaleur ou au manque d'eau. Donc évidemment en Méditerranée, ça émet beaucoup et ça ne va pas s'arranger avec le changement climatique. Voilà. Et puis on a des sources de pollution un peu partout. Même sur la rive sud, on a des grands ports et des grandes villes industrielles, avec sans doute moins de normes sur les émissions. On a des grands feux de forêt de plus en plus, et puis tous les centres urbains, le tourisme, etc. Voilà une image vue de l'espace, un jour particulier où il n'y avait pas trop de nuages, pour qu'on voit bien les aérosols. Donc tout ce voile que vous voyez au-dessus du bassin, c'est dû à la présence d'aérosols qui vont avoir la propriété de réfléchir une partie du rayonnement solaire qui leur arrive dessus, hein. Vous voyez très bien ce que c'est, un brouillard de particules. La lumière, l'éclair, ça renvoie dans toutes les directions, vous ne voyez plus à travers, ça impacte la visibilité. Et là, en l'occurrence, ça renvoie une partie vers l'espace, et c'est ce qui explique qu'on a ce voile qui est un peu plus clair que la mer, qui elle est sombre et absorbe tout le rayonnement solaire. Donc je vous ai mis en évidence un certain nombre de choses ici. Vous voyez ces panaches là, c'est des feux de forêt près de la côte algérienne. Je crois qu'il y en avait aussi en Grèce ici, un grand panache de feu. Vous avez donc ce panache un peu beige là, qui sont des poussières désertiques qui envahissent tout le bassin central et une partie du bassin occidental. Et puis vous avez des choses qui sont plutôt blanches, hein, qui sont des panaches de pollution anthropique, beaucoup de sulfate. Et puis on ne voit pas ici directement, mais les émissions biogéniques de gaz, de composés organiques volatiles, qui vont par transformation chimique et photochimique, former des nanoparticules dans l'atmosphère. Et là, il y en a partout autour aussi. Voilà, donc ça paraît finalement un laboratoire idéal pour aller mesurer par satellite, déjà, il n'y a pas trop de nuages, et puis aller étudier une variété d'espèces d'aérosols, une chimie compliquée, avec des mélanges potentiels, etc., etc. En termes d'ozone, la Méditerranée est aussi une des zones les plus polluées en ozone à la surface. Alors il y a beaucoup d'ozone dans la colonne atmosphérique, notamment parce qu'on prend des retours de pollution asiatique sur le bassin oriental, mais là on est à la surface, c'est l'ozone à la surface. Vous voyez que la Méditerranée, hein, c'est la tache rouge qui est ici. Alors on est en été, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de photochimie, il y a beaucoup d'émissions de gaz, d'oxyde d'azote, donc ça bat son plein. Voilà. Et puis cette convergence de masse d'air et de recirculation sur le bassin, notamment due aux effets orographiques, au fait, par exemple, il avait été montré il y a déjà pas mal de temps que en fait, l'Espagne en été, c'est un four, ça chauffe l'air, et cet air chaud, il va monter, emmener la pollution espagnole, il va venir au-dessus du bassin, se refroidir, et finalement redescendre au-dessus du bassin, et donc faire recirculer comme ça plusieurs fois la pollution espagnole qui va se transformer au-dessus du bassin, et donc accumuler des fortes concentrations d'aérosols. Et puis, voilà, comme l'a dit Claire tout à l'heure, ce qu'on respire, hein, c'est 10-15 kg d'air par jour qui passe dans nos poumons. C'est notre ressource la plus consommée. On en avale plus que de nourriture ou d'eau. Donc la présence de polluants dans l'air, elle a un impact dramatique sur la santé des gens. On a parlé un petit peu du trafic bateau, hein. La Méditerranée, elle a aussi des sources internes de pollution qui ne sont pas sur les continents, mais qui est le trafic bateau. Je vous ai mis là 18%, donc c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais 18% du trafic mondial de pétrole brut transite par la Méditerranée, avec cet axe très fréquenté finalement du canal de Suez au détroit de Gibraltar. Vous voyez que sur les 39 000 pétroliers qui ont transité en 2014 en Méditerranée, il y en a 30 500 qui sont passés par Gibraltar. Et puis vous avez tous les autres bateaux qui ne sont pas représentés là, les ferries, les cargos. Hein, vous voyez, il y a aussi 13 000 cargos, je ne sais pas combien de ferries. Donc tout ça, ça émet énormément. Hein, les cheminées de bateaux, ça pollue un maximum. D'autant plus que même s'ils n'ont pas forcément plusieurs moteurs, ils ont éventuellement plusieurs fuels. Et à l'approche des ports,
ils vont éventuellement, s'il y a des normes, changer de fuel pour prendre un fuel plus désulfuré. Par contre, dès qu'ils sont en pleine mer, là, vous pouvez les suivre à la trace. Voilà. Et puis, chose très importante, à l'époque, on avait déjà la qualité de l'air régulée. Vous avez des agences qui font tourner des modèles régionaux de prévision de qualité de l'air pour pouvoir émettre des alertes. Voilà. Et là, on va comparer. En gros, on est sur la région PACA. Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'agence fait tourner un modèle régional avec des inventaires d'émissions très pointus qui sont à haute résolution, centrés sur la région. Et avec ça, les prévisions, elles sont là. Voilà, vous avez la ligne 1,1 ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On multiplie gentiment par 3 toutes les prévisions de façon statistique pour avoir quelque chose qui tient la route. Voilà. Alors, comment on expliquait ça à l'époque? On se disait, il y a peut-être encore, même si on a des inventaires à haute résolution, il y a peut-être encore des sous-estimations de certaines émissions anthropiques. On a les poussières désertiques qui à l'époque, n'étaient pas du tout bien prises en compte. On a les feux de forêt qui ne le sont pas du tout. Et puis, on a la formation de particules secondaires. On commençait à se rendre compte que finalement, ces COV, ils vont fabriquer des particules très fines, des nanoparticules, par photochimie, par réaction dans l'atmosphère. Donc, c'était le moment de s'intéresser à ça. Voilà une simulation d'un modèle à un peu plus grande échelle. Vous reconnaissez peut-être la France ici, l'Espagne, les côtes africaines, Corse, Sardaigne, Italie. Et donc là, on montre la proportion. Donc c'est un schéma chimique un peu évolué qui a essayé de prendre en compte la formation d'aérosols organiques secondaires à partir des émissions de composés gazeux par la végétation et par les activités anthropiques. Et vous voyez que en fait, plus des 2/3 des aérosols organiques sont des aérosols secondaires expliqués par ces émissions-là. Et ça, c'était très mal pris en compte dans la plupart des modèles, ce qui explique notamment les sous-estimations. Et en plus, à l'époque, il est arrivé sur le marché un instrument un peu révolutionnaire, un spectromètre de masse, donc un truc technologie très compliqué qui ne fonctionnait que dans des labos avec des conditions bien particulières de thermostat, de calibration, d'alimentation électrique. Et on a commencé à voir arriver à la fin des années 2000 un instrument transportable sur le terrain. En gros, le cube, là, il fait 60 cm de côté et de hauteur. Et on a pu, avec ça, commencer à se dire, on va aller mesurer les composés organiques dans des stations automatiques. Et donc ça, c'était vraiment le truc qui arrivait au moment où on s'est aperçu qu'il fallait prendre en compte cette chimie organique. On a eu les moyens d'aller attaquer la composition organique moléculaire des particules, fines en l'occurrence, très fines en l'occurrence, puisque c'est les PM1. Voilà, et puis Hervé en a beaucoup parlé, il y avait quand même un challenge essentiel en Méditerranée, c'était de comprendre l'influence des aérosols, il y en a pas mal, sur le bilan radiatif, sur le rayonnement solaire et sur le climat. On sortait donc de la campagne Indo-Ex début des années 2000, où on avait étudié la pollution qui sortait d'Inde sur l'océan austral, mer d'Arabie, océan Indien. On a donc des épaisseurs optiques, je vous en reparlerai tout à l'heure. En gros, c'est proportionnel à la concentration intégrée verticalement en aérosol, avec une valeur ici qui vous dit peut-être rien, mais un albédo de simple diffusion, ça mesure en gros la proportion de l'absorption à l'extinction totale du rayonnement solaire. Donc 0,85, ça veut dire qu'il y a 15% du rayonnement solaire qui est absorbé par ces aérosols, qui sont essentiellement des aérosols carbonés là-bas, dus à la combustion. Donc quand on regarde la distribution verticale de ces aérosols, en fait, au large, on a, donc là vous imaginez l'altitude en Z, on est ici vers 3 km, là à la surface, et puis la concentration vers la droite. Donc on a des émissions à la surface qui vont s'accumuler en haut de ce qu'on appelle la couche limite atmosphérique, là où se forment en gros, commencent à se former les nuages, et puis ça rediminue au-dessus. Le fait qu'on ait des aérosols absorbants, qui vont capter une partie du rayonnement solaire, le transformer en chaleur, et bien finalement ça va nous provoquer un réchauffement local qui est d'autant plus intense dans cette couche maximum à la base de la formation des nuages. Le résultat dans l'océan Indien, c'est que ça fait évaporer les nuages bas, qui vont se reformer plus haut, donc il y a des interactions complexes.
Et puis, on a aussi l'effet direct dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il y a une partie du rayonnement solaire qui va repartir vers l'espace. Donc le chauffage, ça peut être plusieurs degrés par jour. Donc ça suffit pour empêcher des nuages de condenser. Et quand vous voyez les chiffres en watts par mètre carré, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais le forçage anthropique global des gaz à effet de serre, aujourd'hui, c'est de l'ordre de quelques watts par mètre carré. Donc vous voyez que les aérosols, ils ont un effet qui est presque un ordre de grandeur supérieur aux gaz à effet de serre. Donc c'est régional, mais régionalement, le forçage du climat par les aérosols est beaucoup plus important que celui par les gaz à effet de serre. Donc le résultat de cette rétrodiffusion vers l'espace, de cette absorption d'énergie, fait que vous avez un bilan radiatif à la surface, un défaut finalement de rayonnement solaire à la surface qui est énorme. Plusieurs dizaines de watts par mètre carré. Donc le résultat, c'est que vous faites moins d'évaporation. En moyenne saisonnière, on est à moins 20% d'évaporation sur la mer d'Arabie à cause de la présence des aérosols. On a une saison sèche qui dure 4 mois, sans nuages, sans précipitations. Voilà. Et puis en plus, ça a pour effet de finalement ralentir le réchauffement de la surface de la mer. Et donc, dans cette zone très particulière où la mousson, le climat est contrôlé par un contraste thermique entre la température de surface de la mer de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, vous allez renforcer ce gradient de température à la surface. Et ça, les modèles montrent que finalement, ça va vous impacter la distribution des pluies pendant la saison de mousson humide qui suit. Donc, effet radiatif pendant 4 mois, vous attaquez la saison humide, vous avez une modification de la distribution des pluies. Donc, qu'est-ce qui se passe en Méditerranée ? On a voulu savoir ça. Donc, on a imaginé une grande campagne sur le bassin occidental qui s'appelait Adrimed et qui faisait partie de notre première grande campagne de l'été 2013, avec 9 semaines au total de campagne. Plus de 3000 personnes jour sur le terrain. Vous imaginez la facilité à organiser ça en plein été, avec des financements qui arrivent au compte-gouttes et pour certains d'entre eux qui sont arrivés après la fin de la campagne. Donc on est obligé de se donner des sueurs froides en faisant des réservations d'hôtels, en imaginant qu'un jour on aura l'argent pour les payer. Donc cette première phase de la campagne, elle s'appelait Adrimed, pour Aerosol Direct Radiative Impact in the Mediterranean. On a amené les 2 avions de l'INSU que vous voyez là, donc les 2 basés à Cagliari, pardon, et puis on a surtout lancé des ballons dont je vous reparlerai tout à l'heure à Minorque, et puis on avait notre station au Cap Corse, très instrumentée, avec des camions labos, des conteneurs. Je crois qu'il y avait 8 labos ou camions installés à un moment donné, et puis d'autres stations, donc espagnoles et italiennes, notamment à Lampedusa où il y a aussi un super site. Voilà. Et puis donc dans une deuxième partie de campagne, on a eu une partie qui était plutôt destinée à étudier la formation d'espèces secondaires, en particulier des aérosols secondaires, donc qui s'appelait SAFMED, où là on n'avait qu'un avion qui était plutôt basé à Gênes. On a relancé des ballons, mais du coup plutôt sur les côtes. Je ne vois pas mon pointeur, voilà. Et puis limiter un peu les stations plus au sud. Donc je vais vous parler de la partie radiative. Vous avez une illustration là dans le détail, donc à la fois des trajets ballons qu'on a lâchés depuis Minorque, qui avaient la capacité à dériver à altitude constante, jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement une côte où on les interdisait de passer. Vous avez les trajets avions, où on a un peu exploré donc, une partie sud pour les poussières désertiques, partie nord pour plutôt les émissions anthropiques et la végétation. Et puis nos stations, on avait même un ULM à Malte qui lui s'est intéressé à la formation de noyaux de condensation et de nanoparticules aussi. Voilà, donc beaucoup de monde sur le terrain, beaucoup de moyens. Si vous ne l'avez pas encore vu, en fait, il y a un documentaire d'une demi-heure qui vaut la peine d'être regardé. Ça vous explique un peu tout le processus qu'il y a autour d'une campagne comme ça. Si vous n'êtes pas là samedi après-midi où on refera une projection, vous pouvez le voir sur le CNRS. Vous ne perdrez pas votre temps, c'est vraiment un film sympa. C'est monté en plus avec un espèce de suspense où on voit on voit les prévisions, la façon dont la situation évolue, comment on prend les décisions, etc.
Voilà, donc le calcul la mesure des propriétés optiques des aérosols, l'utilisation des modèles, la connaissance du transport de ces aérosols, finalement, ça va nous permettre de quantifier cet effet radiatif à la fois par la rétrodiffusion et l'absorption. Donc la rétrodiffusion et l'absorption, ça conduit à une diminution de le rayonnement solaire, on appelle ça l'effet parasol. On a déjà vu ça. Et donc, en fait, si on veut vraiment reproduire ça, je pense que Hervé l'a un peu expliqué hier, il faut avoir pas seulement des modèles atmosphériques avec une température de surface de la mer imposée pour contrôler le climat, il faut avoir un océan dont la température de surface et l'évaporation réagissent aux variations de rayonnement solaire dues à la quantité variable d'aérosols. Et donc, il faut des modèles couplés océan-atmosphère. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd à mettre en œuvre. Donc, on a fait ça dans Charmex. Vous avez ici, sur la première planche, l'épaisseur optique moyenne pendant 6 ans, 7 ans, ici. Donc, où on voit qu'il y a quand même un gradient sud-nord qui est quand même contrôlé par les poussières désertiques. Vous avez ici derrière le calcul du forçage radiatif direct à la surface. Donc vous voyez qu'on est toujours dans les 15-25 mètres carrés en moyenne sur plusieurs années. Et puis derrière, là-bas, vous avez en vert la diminution des précipitations, puisque moins de température, moins d'évaporation. Là, les précipitations en Méditerranée et autour, c'est beaucoup une source de vapeur d'eau qui vient du bassin méditerranéen. Et donc, si on diminue l'évaporation, automatiquement, on va diminuer la quantité de précipitations. Et donc, globalement, c'est quelques dixièmes de millimètre par jour, c'est mine de rien une diminution de 10% des précipitations annuelles sur le bassin qui est due à cette présence d'aérosols. Alors, je vais vous parler ici un peu des mesures à long terme qui sont faites avec le réseau de photomètres Aéronet. C'est un réseau global qui est constitué d'un instrument automatique, pas trop cher, ça permet à beaucoup de pays d'en installer. On va viser le soleil et finalement calculer la diminution du rayonnement qui est imputable aux aérosols. On fait ça dans plusieurs longueurs d'onde. Et puis on a des mesures complémentaires qui vont plus viser le soleil. On a un deuxième canal plus sensible qui lui fait des mesures dans le ciel. Et donc en l'absence de nuages, ces mesures de la façon dont le rayonnement est diffusé par les aérosols, ils permettent de retrouver des propriétés comme la distribution granulométrique, l'indice de réfraction, l'albédo de simple diffusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, le truc qui varie entre 0 et 1. Voilà, donc l'épaisseur optique, là je vous ai mis la définition, en gros c'est la diminution logarithmique du flux qui arrive à travers le milieu, donc ici l'atmosphère, par rapport au flux incident hors atmosphère. Donc grossièrement, une épaisseur optique de 0,7, ça va être la moitié du rayonnement qui traverse l'atmosphère. Donc il y a plusieurs centaines de sites, des séries temporelles qui durent depuis plus de 20 ans. C'est un réseau qui est absolument essentiel aujourd'hui pour valider les inversions qu'on fait à partir des satellites, parce que c'est assez compliqué finalement de retrouver une quantité qui est la concentration en aérosol intégrée verticalement à partir d'une mesure qui est faite à plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la surface. Et puis ça sert aussi à valider les modèles. Donc là, je vous présente le réseau Aéronet sur la région Euroméditerranée. Tout ce qui est jaune, en fait, c'est ce que nous, on a rajouté pendant Charmex. Et tout ce qui a... alors, c'est uniquement les instruments qui sont utilisés au moins 1 an, qui sont restés sur place au moins 1 an. On n'a pas mis les campagnes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on met des photomètres pour 2-3 mois. Et les diamants noirs, c'est ceux qui ont disparu au moment où cette figure a été faite, qui devait être en 2021 peut-être. Voilà, donc nous on a finalement mis 3 instruments qui sont pérennes, et puis on en a eu 3 autres sur la rive sud qui ont malheureusement disparu. Mais en tout cas, voilà, on a complété sur le bassin, sur la rive sud, à Malte, à Chypre, finalement, ce réseau de photomètres méditerranéens. Donc là, je vous montre un peu comment on évalue les satellites et les modèles. Vous avez une planche ici. Donc ça, c'est un travail de Pierre Nabat du CNRM à Météo France. Il a pris tous les jeux de données aérosols des satellites disponibles à l'époque. Et puis, il a fait des climatologies. Et donc, alors vous voyez tous les produits. Il y en a certains qui voient au-dessus des terres, pas les autres. Il y en a certains qui voient au-dessus des surfaces arides, pas les autres. Et puis, c'est pas les mêmes périodes, etc., etc. Donc, évidemment, pour les intercomparer, on va tout calibrer sur
sur les mêmes durées, sur les mêmes zones géographiques. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a pléthore de produits satellitaires et qu'ils ne sont pas forcément tous très d'accord. Et en particulier, ici en bas, on a des lignes de modèles. Là, les trois en bas, en fait, ce sont des modèles. Voilà. Donc vous voyez que les modèles entre eux ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis les satellites entre eux non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les données photométriques et on va chercher toutes les données coïncidentes entre nos modèles et nos satellites avec les observations surface du réseau Aeronet, éventuellement des mesures en mer aussi, on fait des mesures sur des bateaux. Et puis là, on regarde une figure avec les biais. Donc vous avez 9 satellites et 6 modèles qui sont évalués. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un satellite qui est ici Modis Aqua, qui est sensiblement meilleur, peu de biais, pas trop de dispersion autour des valeurs mesurées par Aeronet. Et puis, vous avez des modèles qui sont éventuellement assez divergents. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à des modèles qui reproduisent mieux les aérosols. Et on va même aller un petit peu plus loin. On va regarder dans quelles régions ils sont plutôt en accord ou pas en bon accord et voir, par exemple, qu'il y a un modèle qui est meilleur pour les poussières désertiques que les autres. Et donc, on retiendra plutôt ses prévisions à lui que celles des autres modèles. Et par contre, voilà, sur des aérosols de pollution, ça peut être le contraire. Et puis, donc ça va permettre finalement d'essayer de sélectionner les meilleurs satellites, les meilleurs jeux satellitaires et les meilleurs jeux de modèles pour faire une climatologie mensuelle d'aérosols qui va être utile ensuite pour calculer les effets climatiques. Alors voilà ce que ça donne, cette climatologie, dans laquelle on a séparé donc, les aérosols organiques, les sulfates, le carbone suie, les poussières désertiques, soil dust et les sels de mer. Voilà, donc on voit encore une fois que l'épaisseur optique elle est quand même très contrôlée par les poussières désertiques. Et donc cette climatologie, elle est utilisée par un modèle couplé climat-océan-atmosphère. Et on va finalement faire ce travail sur une très longue période qui inclut, à partir du début des années 80, la diminution des sulfates en Europe, des aérosols de sulfate, dû à l'interdiction du soufre dans les combustibles. Et donc vous avez ici deux comparaisons entre une simulation où on a pris un aérosol constant, on est sur une période 1980-2007, on a pris un aérosol constant et on regarde la tendance sur l'éclairement à la surface en watts par mètre carré, par décade, donc diminution ou augmentation du rayonnement par décade. Quand on ne met pas les aérosols, en fait, on a très peu d'effets et c'est un effet positif. Voilà. Et on compare avec des stations de mesure à la surface et on voit que, en fait, on a des valeurs qui sont plutôt beaucoup plus fortes. Quand on prend les aérosols et en particulier qu'on prend en compte cette évolution des sulfates, finalement, on arrive beaucoup mieux à reproduire cette évolution, ce brightening dont a parlé Hervé hier, du fait qu'on laisse plus de rayonnement arriver à la surface. Voilà, donc cette disparition des sulfates, en fait, quand on regarde ces calculs climatiques, ça nous dit que ça a contribué à accélérer le réchauffement de 20 à 25% dû au gaz à effet de serre. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc réduire la pollution, c'est très bon pour notre santé, mais c'est sacrément pas bon pour l'évolution du climat. Un autre truc qu'on a fait, qui était une première dans Charmex, c'est utiliser un réseau de lidar européen existant. Donc on a un réseau de lidar qui fait, c'est pas des lidars vraiment automatisés, c'est donc à l'époque, en tout cas dans les stations, on faisait des mesures, notamment pendant les passages d'un lidar spatial, Calliope, et puis régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. Donc là, on leur a proposé un exercice. Nous, on avait rajouté un lidar en Corse. On leur a proposé un exercice de faire en continu pendant 3 jours des mesures et de les assimiler dans un modèle de prévision de qualité de l'air. Et on a fait ça sur alerte pendant un épisode de poussière désertique que vous voyez là. Voilà. Et puis après, on a utilisé plusieurs jeux de données de surface pour vérifier la qualité de la simulation. Donc là, vous avez l'évolution de la RMSE, je ne sais plus comment on dit en français, et de la corrélation entre le modèle et les jeux de mesure pour les jeux en rouge qui sont les PM10 à la surface. Donc pendant 12 heures, on assimile
le signal LIDAR entre 1 et 3,5 km d'altitude, et puis ensuite on laisse tourner la prévision. Et on s'aperçoit que finalement le fait de rajouter la connaissance de la distribution verticale d'aérosols, même pas à la surface, hein, à partir de 1 km, au-dessus de la couche limite atmosphérique, ça nous améliore les simulations jusqu'à à peu près 36, voire un peu plus d'heures. Et donc ça permettrait, si on avait un réseau de LIDAR opérationnel en Europe, finalement de se passer de centaines de stations de mesure DPM qui représentent énormément de données à assimiler par les modèles, avec simplement quelques LIDAR. Ok, je cache l'antenne, pardon. Voilà, donc une première, je sais que Météo France a travaillé un peu sur cette idée-là, et puis il y a eu des problèmes avec les lidars qui ont été testés, donc je ne sais pas trop où en est cette idée-là. Après, pour revenir sur les aérosols organiques, donc on a notre spectro de masse installé tout au bout du Cap Corse, là, et on fait une balance de la composition chimique de ces aérosols, dans le camembert qui est ici, sur les aérosols fins, donc les PM1. Voilà, on a un total de 5 microgrammes par mètre cube, c'est pas mal. Et en fait, on voit que la majorité de ces particules, ce sont des particules organiques. Et quand on va un petit peu plus loin dans l'analyse, donc les particules organiques, là on a la série temporelle sur, je ne sais plus, 13 mois je crois, c'est le vert, donc vous voyez que ça domine, quelle que soit la saison. Et quand on fait des analyses statistiques des fragments de masse de cette matière organique, eh bien, on s'aperçoit que les espèces organiques secondaires dominent très largement. C'est 70% en hiver, où il y a plus de carbone suie, en fait, et 85% en été. La fraction organique qui est la fraction majoritaire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un modèle qui reproduit cette chimie-là, eh bien, votre prévision de qualité de l'air, elle est un peu dans les choux. Donc, on a travaillé, les modélisateurs ont travaillé sur ces processus chimiques dans les modèles de prévision. Et notamment, donc ça, c'est des gens de, je ne me souviens plus comment s'appelle le labo, l'école des Ponts en banlieue parisienne. Ils sont des spécialistes de la chimie des aérosols, et donc ils ont testé dans leur modèle régional l'introduction de différents schémas chimiques. On voit donc au départ la qualité de leur prévision par rapport aux observations en rouge, avec parfois des facteurs 2. Et puis on voit qu'en rajoutant différents schémas chimiques, on est là sur une période d'un mois et demi, jour par jour. On a notre schéma de base ici, en bleu, et les observations, toujours à peu près notre facteur 2, ou au moins un tiers de moins. Et puis on rajoute un premier schéma chimique qui est qu'on prend en compte le fait que la chimie de l'ozone, finalement, elle produit des COV, des composés organiques volatiles, très peu volatiles, justement. Et donc, qui vont très vite se condenser. On appelle ça les ELVOC, Extremely Low Volatility, VOC. Et puis, ça ne suffit pas. On est obligé de remettre un schéma supplémentaire, finalement, qui prend en compte une classe de produits d'oxydation quand il n'y a pas beaucoup d'oxyde d'azote. On a parlé des oxydes d'azote tout à l'heure, donc un schéma qui s'appelle MBTCA, que je ne saurais pas trop vous en donner des détails. Et puis, on est obligé finalement de rajouter encore un schéma supplémentaire, 2 schémas supplémentaires qui tiennent compte de la chimie des nitrates organiques, et puis même des sulfates organiques. Voilà. Et ce n'est que quand on a fait tout ça qu'on est à peu près bon sur la prévision des quantités de particules fines. Et donc, c'est des schémas très lourds, très compliqués, donc qui sont vraiment pas, enfin, en tout cas, qui n'étaient pas du tout à l'époque intégrés dans les schémas de processus chimiques des modèles de transport et de prévision de qualité de l'air. Voilà, un autre truc dont j'ai envie de vous parler, c'est les ballons, parce que ces ballons, ça a été vraiment, pour moi, un outil extraordinaire pendant Charmex. On a la possibilité, et notamment avec le CNES, l'Agence spatiale française, que j'ai découvert moi quand j'y suis passé pendant quelques années, la possibilité d'avoir des ballons plafonnants qui vont circuler dans la troposphère à altitude quasiment constante, avec une petite charge utile. Donc l'intérêt d'un ballon comme ça, c'est que vous avez un instrument qui suit la masse d'air, qui suit le vent. Donc vous allez avoir une mesure toujours dans la même masse d'air pendant des heures. Vous allez pouvoir voir un cycle diurne, par exemple, sur l'ozone. Voilà. Il n'y a aucun autre moyen qui vous permet de faire ça. Vous êtes sur une station au sol, vous voyez l'air qui passe, c'est jamais le même. Vous êtes dans un avion, vous allez beaucoup plus vite que l'air. Voilà. Donc le ballon dérivant,
c'est un moyen unique de faire des mesures qu'on dit lagrangiennes. Et pour étudier des processus chimiques, une destruction d'ozone, du transport de poussière désertique, c'est évidemment un outil qui est vraiment formidable. Donc on avait la possibilité de lancer ces ballons entre 300 mètres et presque 3 km et demi. On avait même la possibilité d'en lancer deux à deux altitudes en même temps. Et puis, donc, en plus de la charge utile de base, donc des mesures météo, un GPS, même une mesure de flux solaire descendant, on avait un système de communication qui permettait éventuellement d'envoyer quelques ordres pour diminuer la fréquence ou l'augmenter si on voyait quelque chose se passer. Et on pouvait mettre à peu près 1,5 kg de charge utile en plus, donc une sonde ozone ou un compteur de particules. Et je vous ai illustré là-bas un vol typique. Vous avez, donc c'est un vol qui a duré 32 heures, qui est parti de Minorque, qui est allé jusque dans le bassin central, et puis qu'on a dû détruire parce qu'on approchait des zones interdites, notamment par la Libye. Vous voyez qu'à partir du moment où il a atteint son altitude plafond, qui dépend de la quantité d'hélium que vous avez mis dedans, eh bien, son altitude est quasiment stable. Donc, mesure, en l'occurrence là, d'un cycle diurne de fabrication-destruction de l'ozone. En ce qui concerne l'instrument aérosol qu'on a développé, c'est un petit compteur optique. On va faire une mesure de diffusion lumineuse. On a ici une petite diode laser qui envoie un rayonnement qui va traverser un conduit dans lequel il y a une petite pompe qui fait passer l'air. Et donc les particules vont diffuser ce rayonnement dans toutes les directions. Grâce à un brevet déposé par le LPC2E à Orléans, en fait, ils sont capables de faire une mesure très près de la diffusion avant, et c'est un endroit où il y a énormément de signal, ce qui nous permet d'avoir un instrument qui est beaucoup plus sensible à mesurer des petits nombres de particules que tous ceux qu'il y a sur le marché. Et puis on a un deuxième angle beaucoup plus classique de diffusion latérale, et en fait la différence de diffusion entre les deux angles finalement va nous donner un accès à une espèce de spéciation de type de particules. Voilà. Et puis pour l'ozone, donc on a adapté la sonde électrochimique classique qui est utilisée sur les radiosondages météo pour mesurer l'ozone, de façon à ce qu'elle ait une durée de vie beaucoup plus longue et puis qu'elle puisse communiquer ces données. Voilà, je vous illustre un lancer de ballon, même de deux ballons ici en début d'un épisode saharien. Vous voyez donc l'épaisseur optique qui augmente ici et qui est un peu sous les nuages là. Et donc cet épisode est en train de traverser le bassin. On a lâché deux ballons en début, deux au milieu et deux à la fin. Vous avez ici les deux ballons du début. Vous avez leur altitude ici, 2 km 1, 3 km 1. On avait choisi ces altitudes en fonction d'un profil lidar où on savait où étaient à peu près les couches les plus intéressantes. Et vous avez ici canal par canal, donc taille par taille, la concentration en particules au fur et à mesure du temps. Donc c'est le 16,04, donc c'est avant midi jusqu'à 0,09, donc en fin d'après-midi. Vous voyez qu'on a des concentrations qui sont relativement stables. Pour les fines particules, c'est un peu attendu. Par contre, on a des mesures qui dépassent les 20 microns de diamètre. On s'attendrait à ce que ces particules-là, elles sédimentent. Eh bien, finalement, leur concentration reste relativement stable. On a lancé 6 ballons et finalement, c'est le cas. Sur tous les ballons, on a des grosses particules, ce qu'on appelle géantes dans notre jargon, qui ne devraient pas être là parce qu'elles auraient dû sédimenter et finalement qui sont transportées, mine de rien, bon an, mal an, très loin de leur source. Voilà. Et là, je vous ai illustré la sensibilité. On est en 10-4. Les instruments classiques, ils vont à 10-2, quelquefois 10-3, mais pas au-delà. Voilà, donc à partir de ces distributions granulométriques, on fait des ajustements sur des logarithmiques, des logs normales, qui sont une bonne représentation des distributions d'aérosols naturelles, enfin en tout cas qu'on trouve dans la nature, même si c'est des émissions anthropiques. On arrive quasiment toujours, dans le cas de nos ballons-là, à les ajuster par 3 modes qui vont se sommer, un mode de particules super fines, un mode intermédiaire, et puis nos particules très grossières qui sont probablement coupées parce qu'on ne s'attend pas à avoir un mode aussi étroit que ça, donc c'est probablement parce qu'on n'arrive pas, elles sont trop grosses pour qu'on arrive à les aspirer dans notre instrument. En tout cas, si on regarde
tous les ajustements qu'on a pu faire pendant ce vol-là, les 41 mesures de distribution qui ont été faites, vous voyez que nos moindres carrés, là, ou notre Ki 2, ils donnent à peu près toujours la même chose, avec des modes qui ne varient pas énormément. Et quand on regarde l'ensemble des 6 ballons qui ont été lâchés sur cet épisode, eh ben, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a un domaine de variation aux incertitudes près qui nous dit que ces 3 modes sont relativement constants et sont transportés sur des milliers de kilomètres de leur source. Voilà, alors comment c'est possible ça, hein, d'avoir une stabilité, y compris pour les très grosses particules, alors que si vous faites un calcul de gravité, des particules du mode grossier ici, elles devraient descendre de 6 km par jour. Voilà, elles ont mis 3 jours pour arriver, elles sont à 3 km d'altitude, donc c'est difficile à expliquer. Voilà, alors on a des suspicions en fait, par d'autres mesures sur le ballon, que ces couches de poussière désertique sont chargées, et donc on aurait des forces électriques qui pourraient contrebalancer cette sédimentation par la gravité. Ça reste à démontrer, il y a pas mal d'équipes qui se sont lancées dans ce challenge-là, d'essayer de démontrer pourquoi on observe des particules géantes de poussière désertique qui vont finalement contribuer à la masse de poussière en suspension, mais surtout contribuer à la masse de poussière déposée, puisque chacune de ces particules, normalement, devrait tomber plus vite et plus lourdement. Voilà, dernier aspect, c'est la campagne océanographique qu'on a fait donc avec les océanographes qui voulaient voir l'impact du dépôt atmosphérique sur la biogéochimie marine dans les eaux de surface. Donc on a imaginé on a réussi à avoir un bateau océanographique, hein, ce n'est pas une mince affaire, un bateau de 100 mètres, 40 scientifiques à bord. On a imaginé un circuit, en fait, puisqu'on est un peu obligé de planifier tout ça, de préparer un plan. Et en fait, ce circuit, il était prévu qu'on revienne par la mer Tyrrhénienne, comme ça. Mais on avait mis dans les conditions du dépôt du dossier le fait qu'on allait faire de la prévision des épisodes sahariens et que si on avait une chance d'avoir une pluie saharienne quelque part, on foncerait avec le bateau pour aller échantillonner cette pluie saharienne. On essaierait d'arriver avant pour voir l'état de la colonne d'eau, faire des mesures pendant, échantillonner la pluie, faire des mesures après. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, il y a un transit très rapide d'une station où le bateau était arrêté pour faire des mesures jusqu'à ici entre les Baléares et l'Algérie, parce qu'on a eu une prévision qui nous disait qu'on allait avoir un épisode saharien et des chances de pluie saharienne. Donc cette action qu'on avait appelée la fast action a finalement été réussie. Vous voyez des images ici de notre panache, la position de la station sur laquelle s'est positionné le bateau. Et donc on a ici réussi à échantillonner une petite pluie qui s'est avérée finalement beaucoup moins forte que ce que nous donnaient les modèles. Vous avez ici une prévision de dépôt humide, un flux de poussière. Parce que finalement, c'était des pluies, comment on dit en français, éparses, des systèmes nuageux, un peu orageux, qui étaient distincts les uns des autres. Et du coup, on n'a pas eu un beau front qui est passé au-dessus du bateau, on n'a eu qu'une petite pluie. Donc on a, vous voyez, les quantités de pluie étaient simplement de quelques millimètres. On a réussi à échantillonner cette pluie, arriver suffisamment tôt pour regarder ce qui se passait dans la colonne d'eau avant-après. Mais on avait eu aussi la chance déjà auparavant, sur la station précédente, d'échantillonner une pluie qui n'était pas, elle, une pluie saharienne, mais qui était plutôt une pluie légèrement polluée, donc sur laquelle on a pu faire exactement le même type d'étude. Et au final, quand on compile toutes ces données, ce que nous disent les géochimistes, c'est que finalement, le petit dépôt humide de ces poussières ou de cette pollution, finalement suffit à rajouter des oligo-éléments nécessaires au développement de la vie marine en multipliant par 2 le stock, alors que ce sont des très petites pluies. Voilà, donc évidemment, ça incite à essayer de refaire ce type de manip. Et ce qui a été fait à bord du bateau, c'est qu'ils ont pris de l'eau de mer, en fait, dans des réservoirs qu'on appelle des mésocosmes, et ils ont mis artificiellement des ajouts d'aérosols pour simuler des dépôts atmosphériques, pour voir un peu l'impact sur des dépôts plus importants. Et ils ont en plus modifié les conditions de température et d'acidité de cette eau de mer pour voir ce qui allait se passer avec l'évolution du changement climatique sur la façon dont ces dépôts pouvaient impacter le développement du phytoplancton.
Voilà, je voudrais terminer par un truc qui est hors Charmex, mais qui finalement est assez récent et qui mérite d'être noté, parce que ça concerne le fait qu'on a de plus en plus d'épisodes de sahariens très intenses, et notamment au printemps, alors que sur le bassin occidental, on avait plutôt des transports d'été. Voilà, donc là vous avez une photo de neige orange dans les Alpes, c'est assez spectaculaire. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont allées faire des mesures de radioactivité dans cette neige. Et on a vu fleurir sur Internet en fait, des articles pour nous expliquer qu'il y avait de la radioactivité, notamment du plutonium dans ces poussières sahariennes, et que c'était bien fait pour nous, puisque nous, on a fait les Français, on a fait des essais atmosphériques dans le sud de l'Algérien. Et donc finalement, c'est un retour de cette pollution vers nous. Donc il y a même un article dans un journal à Reviewer qui s'appelle Apocalyptica. Voilà, donc vous voyez un peu le sujet du journal. Ça parle d'apocalypse, d'événements de fin du monde, etc. Voilà, et là je vous ai mis l'abstract. Donc en fait, on a retrouvé les traces des bombes nucléaires dans la poussière retombée en grande quantité. Là, c'était vraiment un épisode très spectaculaire, des millions de tonnes transportées. Et voilà, donc c'est un boomerang post-colonial. Donc nous, appartenant au CEA, on s'intéresse à la question quand même. Et donc on a lancé une campagne de collecte participative d'échantillons. Donc on a demandé à tous les gens qui avaient de la poussière sur leur voiture, qui avaient une table dehors, éventuellement de la neige, de récolter ces échantillons et de nous les envoyer. Donc on a reçu en quelques semaines 110 échantillons. Alors beaucoup étaient malheureusement contaminés par des sols locaux. On ne nettoie pas sa voiture tous les jours, donc quand vous raclez votre pare-brise, il y a éventuellement des choses qui sont là depuis assez longtemps. Donc il a fallu faire du tri, un tri assez sévère, pour être sûr de se retrouver avec des échantillons contaminés au minimum par des sols locaux. Donc on a fait tout un tas d'analyses granulométriques, géochimiques, chimiques, pour finalement ne garder que moins de la moitié de ces échantillons, quand même 53, qui venaient surtout d'Espagne, de France, un de Belgique ou deux de Belgique, je ne sais plus, et un d'Autriche. Et puis, on a regardé les modélisations, on a regardé les images satellites, on a regardé les trajectoires de masse d'air, et on a, sans aucune équivoque possible, le fait qu'on a des régions sources de ces poussières, pas simplement du transport au-dessus, mais des émissions dans les zones qui ont servi aux essais nucléaires français qui sont repérés par les carrés ici. Et alors la bonne nouvelle, c'est que quand on fait les analyses radiologiques du plutonium ou du césium qu'il y a là-dedans, c'est que d'une part, la radioactivité qu'on trouve là, elle n'a rien d'extraordinaire en termes de quantité, et d'autre part, sa signature en termes de rapport isotopique, finalement, ce n'est pas celle des essais français, c'est celle du bruit de fond de tous les essais atmosphériques qui ont été faits essentiellement par les USA et l'URSS. La France, la puissance nucléaire qu'elle a testée, c'est 0,2% de l'ensemble des essais du monde. Donc en fait, tous les sols mondiaux sont pollués aujourd'hui en radioisotopes artificiels dus aux essais atmosphériques qui sont principalement la responsabilité des Russes et des Américains. Et au Sahara, on retrouve donc cette signature qui masque complètement la signature des essais français. Donc on a fait un papier qui est sorti il y a quelques mois là-dessus. Voilà, je vais terminer en vous laissant un petit résumé de la production Charmex. J'ai même pris la peine d'amener ces bouquins de revue qui font chacun 600 pages. Donc si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, la chimie atmosphérique et ses impacts en Méditerranée, c'est à votre disposition. Et puis je suis là jusqu'à samedi. Donc si vous êtes là samedi après-midi, venez voir ce documentaire, ça vaut vraiment la peine. Merci de votre attention.